Dans cette vidéo, l'utilisation de l'immunité adaptative en santé humaine. On a des vaccins maintenant pour presque tout, et notamment, par exemple, ce vaccin qui s'appelle le ROR contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, qui étaient des maladies infantiles il y a 50 ans, qui ont pu tuer. On verra en classe cette vidéo d'accroche du CNRS concernant la rougeole. Et on a ici un lymphocyte T attaquant, enfin des lymphocytes T, pardon, attaquant une cellule cancéreuse. C'est une illustration, hein, c'est pas une vraie photographie. Et donc, on peut aujourd'hui espérer soigner le cancer grâce à l'immunité. Alors tout d'abord, les principes et le succès de la vaccination préventive. Vacciner, c'est normalement injecter quelque chose pour déclencher une réaction immunitaire et notamment déclencher la fabrication de cellules mémoire. Alors on a ici un extrait de la notice d'un vaccin euh, qui est un rappel ici du vaccin qu'on appelle le DT polio, puisqu'il lutte contre la diphtérie, la polio et le tétanos. Les trois sont administrés en même temps. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que dans un vaccin, on a des composés immunogènes, c'est-à-dire qui génèrent une réaction immunitaire, mais pas pathogènes, c'est-à-dire qui ne déclenchent pas une maladie. Et puis, on a d'autres choses. Alors, il nous précise ici de quel type de souche il s'agit, mais on a aussi de ce qu'on appelle un adjuvant. Et donc on va passer directement à la notion, parce que les notions sont assez complètes ici. La vaccination préventive induit une réaction immunitaire contre certains agents infectieux et l'injection de produits immunogènes, un terme important, mais non pathogènes. Alors, soit on va injecter une partie des virus, donc des particules virales, soit un virus que l'on a atténué par la chaleur, par un traitement chimique, euh, ou alors aujourd'hui de l'ARN, par exemple, pour nos vaccins contre la Covid, provoque en fait la formation d'un réservoir de cellules mémoire. On se base sur ce qu'on connaît en immunité, dirigé contre l'agent d'une maladie. Donc vous retrouvez ici un schéma proche des schémas précédents, avec une multiplication plus active grâce au vaccin des cellules immunitaires, présentées ici pour les lymphocytes B, mais pareil pour les lymphocytes T. Ici, il s'agit de l'extrait de la notice du médicament, enfin du vaccin précédent, et on nous précise que l'alun associé à l'hydroxyde d'aluminium et l'hydroxyde de magnésium stimule une réponse immunitaire non spécifique. C'est ce qu'on appelle un adjuvant. Donc l'adjuvant du vaccin, il aide à déclencher la réaction innée, puisqu'on nous dit réaction non spécifique, qui est indispensable à la réponse adaptative qui est toujours après. Comment? Ici, on a un graphique qui nous montre la réponse immunitaire d'un individu à l'injection de toxines tétaniques atténuées. On a donc la mesure du taux d'anticorps antitétaniques après les différentes injections. Donc, la première année, il y a 3 injections qui sont prévues. La première très jeune et puis les 2 suivantes au cours de cette première année. Vous voyez que la première injection ne fait qu'augmenter un tout petit peu le taux d'anticorps. C'est la deuxième injection qui permet de dépasser le taux d'anticorps minimum pour être immunisé. Puis, suite à cette injection, il va y avoir diminution
de ce taux, donc il est temps de faire la troisième injection avant la fin de la première année. Ça fait remonter le taux d'anticorps, puis on arrive ici à proximité euh, aux alentours de 6 ans du taux minimum, donc on refait une injection, puis une autre 10 ans après, et vous voyez qu'au fur et à mesure on va augmenter, et donc on va espacer les rappels, hein, puisqu'ici on a ce qu'on appelle des doses de rappel. On peut donc noter la notion 96. Cette vaccination préventive améliore les capacités de défense d'un individu dont le phénotype immunitaire est modifié, hein, modelé au gré des expositions aux antigènes. Elle peut être appliquée à tout âge, euh, mais il y a des schémas vaccinaux. Si on n'a pas respecté ces schémas, il faut faire des rattrapages de vaccins pour toujours être suffisamment protégé. On comprend que si on est en dessous du seuil minimum, eh bien il va falloir refaire plusieurs injections avant de revenir à une quantité suffisante. Ce document nous montre que la vaccination permet parfois d'éviter d'autres maladies. Je vous demande de trouver quelles sont ici les deux maladies qui ne sont pas directement visées par le vaccin, mais qui sont une conséquence positive du vaccin. Donc je laisse ici en suspens pour que vous notiez ça. Laissez toujours de la place pour la correction. On arrive au grand B, importance d'une vaccination collective. J'espère que vous l'avez compris dans le cadre de la Covid, mais d'autres maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. C'est le cas par exemple de la poliomyélite en Amérique du Nord et du Sud. Cette maladie a disparu grâce à la vaccination. En Europe, on est à 0 cas, mais on ne parle pas encore d'éradication euh, complète. Par contre, vous voyez qu'en Afrique, en Asie, on a encore beaucoup de cas, et donc il faut poursuivre la vaccination parce qu'on peut être en contact par les voyages, etc., avec des gens porteurs de cette maladie. Donc dans une population, cette vaccination n'offre une protection optimale qu'au-delà d'un certain taux de couverture vaccinale qui bloque la circulation de l'agent infectieux au sein de la population. Cela résulte du fait que l'on peut porter et transmettre l'agent infectieux même si on n'est pas soi-même malade. On parle de porteur sain. On en a beaucoup parlé à propos de la Covid. Vous avez ici le nouveau calendrier vaccinal qui date de 2018, qui implique de faire 11 vaccinations obligatoires au cours de l'enfance, hein, donc à 1 mois le BCG, à 2 mois le, le pentacoque, etc. Et certaines vivement conseillées, notamment le papillomavirus. Vous l'avez vu précédemment dans ce que je vous ai laissé travailler. Donc le papillomavirus entre 11 et 15 ans en général. La grippe tous les ans, notamment pour les personnes âgées, mais on recommande maintenant de plus en plus pour les gens fragiles. Et le zona également pour les personnes âgées. Donc on reprend ici la même notion. Pour le TP4, vous allez avoir une mission, c'est de rédiger un article pour le journal du lycée contenant un argumentaire scientifique en faveur d'une bonne couverture vaccinale, appuyé par le traitement des résultats de la modélisation de l'épidémie de la rougeole. Alors, la rougeole, on en meurt encore, même si on a vu que c'était un vaccin obligatoire.
et vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle NetBioDim, qui va vous permettre de visualiser l'évolution de la maladie. Enfin, grand C, les espoirs portés par l'immunothérapie. Donc, il s'agit cette fois de thérapeutique où on utilise des molécules immunitaires, pas pour l'immunité, mais pour notamment soigner des cancers. Alors, on a parlé dans un premier temps de vaccins préventifs. On l'administre à des personnes non malades pour prévenir la survenue d'une pathologie. Donc, c'est le cas, par exemple, de la vaccination contre le Covid. Par contre, un vaccin thérapeutique, il consiste à induire une réponse immunitaire chez un patient qui est déjà atteint d'une pathologie. Alors ici, on nous parle d'un vaccin thérapeutique qui a obtenu une autorisation en 2010, donc il y a une douzaine d'années, pour traiter certains cancers de la prostate, qui sont très fréquents chez les hommes âgés. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris des cellules présentatrices d'antigènes du patient, on les a mises dans un tube à essai en présence d'une enzyme, puisque c'est une phosphatase, ase c'est le suffixe d'une enzyme, et un antigène qu'on a trouvé dans 95% des cas de cancer de la prostate. Du coup, les cellules maintenant présentatrices d'antigènes vont présenter cet antigène aux lymphocytes T qui vont les repérer et donc du coup détruire la tumeur. Ça se passe en différentes étapes que je vous invite à lire et comprendre. Tout d'abord, on inactive les cellules de la tumeur et parallèlement, on produit ce qu'on appelle un immunomodulateur pour détruire cette tumeur. On peut résumer ces techniques de cette façon. Soit on injecte des cellules dendritiques, donc des cellules phagocytaires du patient chargées d'antigènes tumoraux, soit on injecte une copie de l'antigène tumoral, éventuellement avec un adjuvant pour le doper, ou alors on injecte le virus modifié en laboratoire. Tout cela fait que l'antigène tumoral est identifié par l'organisme et le système immunitaire se met en chasse de ces cellules tumorales, donc va détruire la tumeur. D'autre part, les anticorps monoclonaux sont produits par des plasmocytes qui sont spécifiques, du même déterminant antigénique bien sûr. À partir des années 90, donc c'est pas tout récent, l'industrie pharmaceutique a développé la fabrication de ces molécules pour les proposer comme solution thérapeutique. Comment on fait? Eh bien, on fait fusionner un lymphocyte B qui produit des anticorps avec une cellule d'une tumeur qui est donc une cellule immortelle. On crée donc une cellule hybride qu'on appelle un hybridome qui a deux propriétés, donc d'être immortelle comme la cellule de myélome et de sécréter des anticorps comme le lymphocyte B devenu plasmocyte. Les différents clones de cellules d'hybridome sont ensuite triés par des méthodes assez complexes et on va donc avoir une production du même anticorps, on dit monoclonal, puisque ce sont tous des anticorps appartenant au même clone. Ceci illustre également, mais je n'ai plus le temps d'y revenir, différentes actions d'anticorps monoclonaux. Je vous invite à en prendre note et arriver sur la notion 98 des procédés d'immunothérapie, vaccins thérapeutiques et anticorps monoclonaux, ce sont les deux sous-paragraphes, ont été développés pour lutter contre certains types de cancers
et de nombreux sont en cours de développement. C'est un champ de recherche aux implications sociétales